Qui n'a pas entendu parler de la famille Molson? En tout cas, mon prochain invité en a entendu parler. Il a lu sur le sujet. Il a même fouillé dans une partie des archives familiales pour écrire ce livre, Molson et le Québec. Il s'appelle Gilles Laporte. Bonjour. Bonjour. Vous racontez là-dedans une partie, en tout cas l'histoire de la famille Molson, des débuts jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, on va commencer par le commencement, si on veut être un peu chronologique. Ça a commencé par John Molson, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, en Amérique? Oh, il venait gagner sa vie. Il faut rappeler, il est en pleine révolution américaine. Le Québec vit alors des bouleversements révolutionnaires et c'est un jeune Anglais qui cherche à faire fortune outre-mer, comme bon nombre de ses concitoyens à ce moment-là. Alors, il ne peut pas aller aux États-Unis, qui sont plongés dans la Révolution. Alors, pourquoi pas Montréal, où il arrive en 1782. Âgé d'à peine 18 ans, il a 100 livres en poche et aucun métier. Il n'avait pas l'intention de faire de la bière là, quand il est venu ici. On a beau fouiller, ni dans sa famille, ni dans sa région, on ne trouve de tradition brassicole. Alors, c'est vraiment un métier qu'il a appris sur le tas ici, voyant sans doute le potentiel. Alors, comment ça lui est venu? Là? Il s'est construit une brasserie, en a acheté C'est assez fortuit. Il arrive dans l'est de Montréal, il rencontre un certain Thomas Lloyd qui a une petite brasserie qui vivote. Et la bière ne l'intéresse pas au début. Il veut faire de l'agriculture, veut devenir un landlord. Il voit rapidement que c'est pas la fortune qui va l'attendre. Alors, il rentre dans l'apprentissage à Lloyd, puis finit par acheter la brasserie de Lloyd. En fait, il l'échange contre sa terre. Ah oui, mais puis comment il apprend à faire de la bière? Puisqu'il n'avait aucune connaissance. Un apprentissage qui a duré sans doute 2 ans, sans plus. Ensuite, il retourne en Angleterre. Et là, il va bouquiner. Il va acheter quelques bouquets de fabrication de bière et tout le reste, assez artisanal et c'est lié à des traditions. Alors donc, il n'y a pas d'études spécifiques dans le domaine de la bière à ce moment-là. Et là, il revient à Montréal, il s'est acheté des chaudrons, des chaudières, et il passe ses premiers contrats d'achat d'orge et de houblon auprès d'agriculteurs de l'Assomption et de l'île de Montréal. Bon, donc, il s'est rendu compte à ce moment-là que ça pouvait être une industrie, parce qu'évidemment, il voulait gagner sa vie, ce monsieur-là. Voilà. Et ça a fonctionné assez rapidement. Est-ce que ça a été difficile à populariser la bière Molson? 2 choses à savoir à propos de la bière. La première, c'est un produit qui voyage assez mal. Alors, il n'y a pas beaucoup d'importation, d'exportation. Alors, donc, pendant des siècles, en fait, le 1er siècle, l'histoire de la bière dans tous les pays est une histoire relativement locale. De là, par exemple, les traditions en Belgique, en Angleterre. Alors, Molson n'a pas à craindre la concurrence étrangère, de 1. De 2, c'est une industrie qui ne coûte pas très cher. Produire de la bière est assez économique. Ouais, c'est de l'eau. C'est de l'eau avec des céréales fermentées. Si bien qu'il réussit à dégager des profits assez vite, des profits qu'il va consacrer à d'autres entreprises qui ont fait la gloire de la famille Molson. Est-ce qu'il y avait beaucoup de brasseries à cette époque-là? Et là, on voit des images qui vont rappeler des souvenirs aux gens, là, des petites bouteilles. Évidemment, c'est pas à l'époque de John Molson, ça, bien sûr, mais quand même. Est-ce qu'il y avait beaucoup de brasseries à ce moment-là? Là, on parle de quoi, 1786. Alors, c'est la plus vieille brasserie en Amérique du Nord encore ce jour, la deuxième plus ancienne entreprise canadienne après la baie d'Hudson. Et évidemment, il va être suivi de peu par une brasserie que les gens connaissent sans doute, la Dow, oui, qui est fondée quelques années plus tard après. Mais très rapidement, il y a de la concurrence. D'ailleurs, Molson n'a jamais eu ce qu'on appelle un monopole. Il a toujours eu des rivaux, en tout cas très, très tôt, si bien que la brasserie va durer plus de 2 siècles, mais sans jamais occuper une place hégémonique, par exemple. Il y a toujours eu d'autres brasseries qui étaient plus agressives, plus présentes, des campagnes de publicité plus fortes. Molson est une force tranquille qui a traversé l'histoire canadienne. Et de toutes sortes de façons aussi, vous le disiez, ils se sont diversifiés à un moment donné, et assez rapidement aussi. Là. Ils ont fait de la bière, puis il y a une idée qui lui est venue en regardant le transport de l'orge. Racontez-moi absolument, ça. c'est absolument remarquable. D'abord, il faut rappeler que le Saint-Laurent n'est pas une voie d'eau qui se prête bien à la navigation à voile. Il y a beaucoup de courants, il y a des hauts fonds. Transportait avec des goélettes. Ah oui, tout le transport, il y avait très peu de routes carrossables. Tout le transport faisait par goélettes, des barques, etc. Mais franchement, ça ne va pas très bien sur le fleuve Saint-Laurent, les vents dominants, les courants. C'est un des premiers endroits où on voit la nécessité d'aménager un transport à vapeur. Alors, le deuxième plus ancien bateau à vapeur au monde a été construit à Montréal. C'est tout à fait inouï. OK? On en célèbre d'ailleurs le 200e en 1809. Ces jours-ci, là. Voilà, on le voit à l'écran d'ailleurs. Comment ça s'appelait? Le Accommodation. L'Accommodation. Curieux nom. Un service d'utilité publique, mais nécessaire, qui a été énormément apprécié. Et ça naviguait entre Montréal essentiellement, et la Québec? seule voie payante, Montréal-Québec. Ça prenait combien de temps? Alors, à voile, ça pouvait prendre une semaine. Et à vapeur? Ça très, très vite. Là, il y a des concours de vitesse
même parfois sur le fleuve, ça devient même dangereux. On abaisse rapidement le délai de 3 à 1 seule journée. En 1840, on atteint le sommet. En 12 heures, on arrive à relier Montréal et Québec, ce qui est une vitesse fulgurante à l'époque. Et ensuite, donc, est-ce qu'ils ont continué à investir dans les Molson, dans le bateau à vapeur? Oui, en 1840, ils forment la plus grande flotte de bateaux à vapeur en Amérique, supérieure même à ce qu'on retrouve, par exemple, sur les steamers du Mississippi et tout le reste. La Molson Line, comme on l'appelle, commande près de 37 navires en 1840. Et parmi eux, des vaisseaux dont le nom est demeuré immortel. D'ailleurs, il y a des fouilles archéologiques, parce que malheureusement, ces bateaux-là ont disparu. Il y a des fouilles archéologiques qui se mènent à l'heure actuelle dans les îles de Boucherville afin d'en retrouver la trace. Et ils étaient donc plus connus pour leurs bateaux ou pour leurs bières à ce moment-là? Certainement plus pour leurs bateaux à l'échelle québécoise et canadienne, parce qu'ils rayonnaient, ils approvisionnaient les ports, etc. La bière, jusqu'à très, très tard, était confinée au marché de Montréal. La bière Molson est associée aux anglophones, aux casernes militaires, etc. Ailleurs, en province, les Québécois ou les Canadiens buvaient autre chose que de la bière. Ils buvaient davantage des alcools forts ou des bières d'autres marques. Alors, cette diversification-là s'est poursuivie pendant longtemps aussi, avant que la bière prenne son importance. Oui, la bière, encore une fois, traverse toute l'époque. Mais ils généraient des profits, ils investissaient parfois des aventures qui n'ont pas été couronnées de succès. Ils ont même essayé d'exploiter des mines de fer dans la région de Sept-Îles à la fin du 19e. Une drôle d'idée. Mais il y a des entreprises qui vont connaître un grand succès. Par exemple, l'alcool distillé. Ils vont... distillation Oui, des whisky, en fait. Les whisky Molson. Ils avaient une seule recette, mais ils changeaient les ingrédients, là. Et c'était la plus grande distillerie au Canada un temps, mais il y a des membres de la famille Molson qui ont tout à coup été pris de scrupules. Il y a eu une campagne de tempérance, puis plus tard la prohibition, et ils ont abandonné ça. Ils ont tenté l'aventure de la raffinerie de sucre. Ils ont tenté également une banque, évidemment. Parlez-moi ça de la Banque Molson. Quand on se promène à Montréal, sur la rue Notre-Dame, je ne me trompe pas, il y a la Banque Molson. Et c'était une vraie banque, là. Ils émettaient des billets de banque. Parfaitement. Sur la rue Saint-Jacques, en fait, et ils publiaient, effectivement, comme n'importe quelle banque à charte à l'époque, ils diffusaient des billets de banque, des billets de 6 notamment. Et ça a duré, ma foi, de 1850 à 1927. À ce moment-là, il n'y avait pas de la Banque du Canada, n'existait pas. Non, c'était des banques privées, puis on se servait de l'argent émis par des banques privées. Il y a même des entreprises privées qui imprimaient de l'argent. Les auditeurs ne sont pas familiers. À l'époque, la valeur du dollar était basée sur les réserves d'or. Alors, les compagnies privées avaient des réserves d'or. Elles pouvaient donc émettre des billets de banque pour une valeur égale à leurs réserves. Alors, c'est bien plus tard que le Canada va se mettre à émettre des billets. Est-ce que la Banque Molson est devenue une banque traditionnelle après l'arrivée de la Banque du Canada? Absolument. Ça a duré jusqu'en quelle année? En 1927, en fait, un peu avant la création de la Banque du Canada. Et pourquoi les Molson avaient décidé de créer une banque? Ils avaient des liquidités. Parce que, pour une simple raison, John Molson, d'ailleurs, avait très tôt compris qu'il achetait à crédit, mais il vendait contre des monnaies sonnantes et trébuchantes. Alors, il recevait beaucoup d'argent en espèces. Cet argent-là, il le consacre très, très tôt à des prêts personnels. Puis, pourquoi pas fonder une banque? Il va être associé à la Banque de Montréal, mais la famille va très tôt fonder son propre établissement. Écoutez, c'est la 5e plus grande banque au Canada en 1900. Ils ont eu jusqu'à 127 succursales à travers le Québec et l'Ontario. C'était une famille importante à ce moment-là. C'est sûr. À Montréal, et ça rayonnait aussi. Ça, on le voit par les testaments. À chaque fois qu'un chef de famille Molson décède, il laisse un testament et ça permet de voir l'état du patrimoine familial. Et à chaque fois, évidemment, c'est des tiraillements, c'est toute une saga, les testaments des Molson. Mais malgré ça, ils ont réussi à garder une certaine unité parce qu'il y a des familles comme ça, je pense, au Steinberg, ça n'existe plus, ça, la dynastie des Steinberg. Mais les Molson, comment ils ont réussi avec les années, à maintenir cette tradition. Et les déchirements, on les voit peut-être en lisant les testaments, mais tout ça, mais en apparence, c'est un fleuve tranquille. Oui, vous avez raison. C'est la dure loi des Molson. J'y consacre un chapitre, notamment pour rappeler qu'ils ont vraiment tenté de maintenir le patrimoine familial. Les testaments sont très scrupuleux. Les actions doivent passer à quelqu'un qui porte le nom Molson. On écarte donc les belles familles. Et par ailleurs, on écarte aussi ceux qu'on appelle les bons à rien de la famille. Ah oui? Ah oui, on les écarte rigoureusement. Le seul fait de porter le nom Molson ne garantit pas du tout un emploi. Encore aujourd'hui? Ah oui, Jeff Molson en a fait le témoignage. Il a rappelé lui-même a commencé avec des camions de livraison au Lac-Saint-Jean. Et dans sa lettre d'emploi, c'était bien indiqué qu'il n'avait pas droit de passe-droit, qu'il ne devait bénéficier d'aucun traitement de faveur. C'est ce qu'on vous racontez dans le livre. Mario Tremblay se souvient de ce jeune Molson qui faisait de la livraison de bière. Puis maintenant, ce gars-là est devenu
Tout à fait. Évidemment, il était vice-président à Molson oui. Coors donc dirigeant du Canadien de Montréal. Et les femmes, parlez-moi des femmes chez les Molson aussi. Il y en a des femmes, mais pourtant on en entend rarement parler. Oui, on en entend peu Est-ce que parler. c'est une famille misogyne? Non, mais écarter des testaments, très certainement, et écarter des affaires, assurément. Il y en a qui vont vous dire que c'est de la misogynie, ça. C'est à cause, encore une fois, de cette préoccupation-là. Vous l'avez bien dit, la plupart des grandes familles canadiennes se sont éventées ou se sont évanouies, notamment parce qu'on n'a pas assuré la filiation masculine, celle du nom. Alors, les femmes ne se retrouvent jamais. On ne choisit jamais, par exemple, le règlement par communauté de biens, afin de s'assurer que les familles, les belles familles, n'héritent jamais de quoi que ce soit. Ça écartait donc la descendance du côté des femmes. Et par conséquent, oui, on a des femmes formidables. Mabel Molson, par exemple, une grande donatrice, une dame patronesse. Vous voyez, genre les grandes bourgeoises montréalaises qui ont contribué au Musée des Beaux-Arts, à lancer le groupe des 7 en peinture, mais qu'on ne retrouve pas aux affaires. Bon. Puis alors, jusqu'à nos jours. Eh bien, cette famille-là, évidemment, on ne peut pas en parler sans parler de hockey aussi, hein, parce qu'ils ont un jour décidé d'investir aussi quand on parlait de diversification. Ça faisait partie de leur diversification. Ça. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas... on l'a peut-être fait pendant quelques années, mais Molson et Canadiens, ça va ensemble. C'est d'abord un placement publicitaire, parce que les Molson étaient, dans l'histoire de la Ligue nationale, le premier commanditaire à acquérir une équipe de hockey, ce qui est assez neuf. Auparavant, c'était des propriétaires d'aréna. Alors, lorsqu'ils acquièrent le Canadien en 1957, ils voient immédiatement le potentiel pour des droits de télévision, parce que c'est bien davantage que par les entrées au guichet qu'ils allaient ainsi pouvoir faire connaître leurs produits. Alors, la soirée du hockey Molson va aussi leur ouvrir la porte du marché francophone. Ils ont eu aussi, là, on peut en parler rapidement, mais une aventure du côté des quincailleries, ce genre de... Castor, ça n'a pas été un grand succès, ça. Non, pas du tout. En fait, ils ont tenté de se diversifier. Une fois que le marché de la bière était saturé, on va les retrouver avec une licence de fauteuil Lazy Boy. Ils vont acheter des quincailleries dans le domaine de la pétrochimie aussi. Toutes des aventures, une aventure qui va mal se terminer et qui va les forcer en 2001 à vendre le Canadien de Montréal à rabais. Vous voyez, c'est entrelacé, c'est l'histoire des affaires de la Molson et qui font en sorte, ben écoutez, j'invite les gens à le lire. Je voudrais aussi inviter les gens à venir au Salon du Livre s'ils ont une chance. Ça va me faire plaisir de rencontrer des auditeurs. Parce que vous le publiez à peu près en même temps qu'au moment où vous l'écriviez, on avait scellé la dernière transaction. Il y a bien des gens qui ont dit ils l'ont vendu pour combien à Georges Gillette, 200... Ils l'ont vendu 275 millions. Ils l'ont racheté 600 millions. C'était pas une très bonne affaire, mais vous semblez dire que ça il y a des raisons, ça s'explique et il y a un chapitre entier là-dessus parce que la Molson a été pris dans une tourmente, celle du début du 21e siècle, avec la crise économique, avec toutes sortes d'aventures qui ont fait qu'ils ont vendu à rabais et pas dans les meilleures conditions en 2001. Quant à l'achat de 2009, ben écoutez, le Forbes a annoncé ce matin que le Canadien vaut très cher. Oui, c'est un bon placement que les Molson ont fait. Le sport est devenu une grosse affaire, M. Schnarr. Pour écrire tout ça, vous aviez accès à des archives personnelles de la famille? La famille Molson a mis ses archives à la disposition du public aux archives ici à Ottawa. Et effectivement, ils ont été courtois. Est-ce que vous les avez demandé la permission d'écrire sur la famille ou les avez du moins informés? Voilà. Alors, ils ont été informés. Il y a des archives, une partie des archives auxquelles on n'est pas forcé de demander l'accès. Mais mes relations avec la famille sont cordiales. Ils m'ont simplement appelé lorsque Jeff est passé à Tout le monde en parle. Alors là, ils étaient très soucieux, parce qu'ils n'avaient pas encore vu le livre publié, ils étaient très soucieux de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, parce qu'ils voulaient préparer leur Molson à l'entrevue. Autrement, les rapports ont été très cordiaux. Je peux vous dire qu'en termes de corporation, c'est une corporation qui est assez transparente, qui, contrairement à d'autres, n'a pas peur des relations publiques et qui est capable de rencontrer des historiens, parce que j'ai parfois un point de vue critique. Ce n'est pas une pure éloge des Molson et ils en étaient conscients. Malgré ça, j'ai pu compter sur leur concours. Ils se sont intégrés aussi à la communauté francophone. Hein? Ils auraient pu rester de leur côté, mais dès le départ. Là. Pas dès le départ. Ben, en fait assez rapidement. C'est pour des raisons commerciales. Et puis, ils ont longtemps appris davantage le français de Paris. C'est à Paris qu'on a envoyé les Molson apprendre le français, puis ensuite, ici, travailler à Montréal. Mais ils ont toujours, effectivement, depuis un certain temps, apporté une grande importance à l'usage du français au siège social de Montréal. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ça. C'est un sujet qui, vraisemblablement, vous passionnait même avant d'écrire le livre. Oui, c'est une histoire ancienne, mais vous l'avez bien dit, la bougie d'allumage, c'était ces hommages-là qu'on a entendus lors de l'achat du Canadien. Tiens, essayons de donner au public un point de vue plus global sur l'histoire de cette glorieuse famille. Bien, enfin, c'est très complet. Je vous remercie beaucoup.